Madame, Monsieur, bonsoir. La variole du singe, la maladie à virus Marburg, pendant que le monde traverse la pandémie Covid-19, ces virus font l'actualité. Ils sont présents. Nous nous posons tous la question de savoir, doit-on commencer à s'inquiéter lorsque l'on entend parler de la propagation de ces virus? Ils ont été identifiés un peu partout dans le monde, c'est vrai, mais ils sont en Afrique centrale, en Afrique du Sud et maintenant en Afrique de l'Ouest. La réalité, c'est que ces virus sont à nos portes, ces virus sont à nos frontières. L'information est avérée, l'alerte est lancée. Mais que savons-nous de ces virus? Leur contagiosité, leur pouvoir létal, les signes à observer, les mesures de prévention, les mesures d'urgence. Et ça fait l'actualité. Est-ce que les Ivoiriens ont conscience de ces virus? D'abord, est-ce qu'ils les connaissent? La variole du singe et puis le virus de Marburg. Est-ce qu'ils ont également conscience que ces virus sont à nos portes, à nos frontières? Nous avons un micro-trottoir, c'est un élément qui est signé de Guedro Achille et de Franck Kwao. Bon, la variole du singe, je n'ai pas trop d'informations dessus, mais à ce que je sache, c'est une maladie qui donne des boutons. Bon, sans vous mentir, j'ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas vraiment. Je connais pas. Sinon, j'ai beaucoup entendu parler, mais je ne connais pas. C'est une maladie qui se transmet à travers un virus transmis par les animaux. Voilà, les symptômes là, c'est quoi? Quand tu as la variole du singe, c'est comme si tu as la gale. Il y a des trucs partout sur ton corps, des plaies et autres, ça brûle, ça gratte. Voilà, c'est ce que je sais. Bon, c'est une maladie, je crois bien, qui donne des boutons sur le corps. On n'a pas plus d'informations, mais déjà on sait que la maladie existe. C'est une maladie qui apparaît sur la peau et ça forme sous forme de boutons, comme si on avait de la gale. L'un de nos délégués a mis ça sur notre plateforme de littérature et c'est là-bas que j'ai eu plus d'informations sur cette maladie. Et en tout cas, je dis à mes frères et sœurs de ne pas être en contact avec les singes et puis de se laver régulièrement les mains pour éviter cette maladie. Alors, nous sommes de retour en studio. Docteur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes docteur Djibril Chérif. Vous êtes médecin épidémiologiste à l'Institut national d'hygiène publique, l'INHP. Et vous êtes également gestionnaire du Centre des opérations d'urgence de santé publique de Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous occupez notamment des menaces sanitaires. Vous occupez des catastrophes et des épidémies. Ai-je bien résumé? C'est ça. Alors, la variole du singe et le virus Marburg, alors, on en parle, on le voit sur les chaînes étrangères, on suit l'actualité, on s'inquiète, il serait à nos portes, mais déjà, qu'est-ce que c'est? D'abord, nous allons commencer étape par étape. Pour ce qui concerne la variole du singe, comme son nom l'indique, il s'agit d'un virus qui entraîne un ensemble de manifestations chez l'homme. Et ce virus-là, il a été identifié pour la première fois en Europe, dans une animalerie. Et ce sont des chercheurs qui l'ont identifié. Il s'agissait d'un centre de recherche qui s'occupe de la vaccination. Oui. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que la variole du singe a été identifiée. Et ce virus-là, il est porté par un animal qui est l'écureuil ou des rongeurs. Oui. Donc, ce sont les porteurs de ce virus et eux sont rendus capables de le transmettre après à deux autres, qui sont le singe et l'homme. D'accord. Donc déjà, c'est pour nous parler de l'origine de ce virus. Mais depuis quand est-ce que c'est devenu un problème pressant? Parce que là, ce dont vous nous parlez, on était peut-être dans les années... avant les années 2000 déjà, bien avant. Oui, je vous dis déjà depuis 1958, il y a eu des cas sporadiques au cours des différentes décennies, oui. Même au niveau de la Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, également dans les pays
d'Afrique centrale. Bon, la première fois que ce virus a quitté l'Afrique, après sa découverte au Danemark, ça a été en 2003 aux États-Unis, où il y a eu une quarantaine de cas chez les enfants, mais il n'y a pas eu de mort. Voilà. Il y a un animal qui a été exporté d'Afrique vers les États-Unis, donc au contact des animaux de compagnie, il a infecté des chiens qui, eux, à leur tour, ont infecté les enfants. Mais ce problème, aujourd'hui, est devenu un problème de santé publique de portée internationale parce qu'il commence à toucher des zones qui ne sont pas habituellement des zones où cette maladie-là y règne. Oui. Parce que, comme je vous l'ai indiqué tantôt, il s'agit d'une maladie endémique en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et depuis peu, nous avons des cas qui ne sont plus des cas sporadiques, mais nous avons un ensemble de cas au niveau de l'Europe et des Amériques. Donc, de ce fait-là, puisqu'il s'agit des zones neutres de l'infection de de ce virus-là, en ce moment-là, cela devient un problème de santé publique pour la communauté scientifique. Alors, les personnes que nous avons interrogées, quelques-unes ont pu résumer à peu près ce à quoi ça ressemblait. Donc, on va demander donc l'avis de l'expert pour nous expliquer à quoi ressemble cette maladie et comment est-ce qu'on la contracte. Comme je viens de le signaler, l'homme contracte la maladie au contact des animaux, notamment les rongeurs, les écureuils. Donc, c'est au contact de ces animaux-là que l'homme est susceptible de se contaminer. Également, l'homme peut transmettre cette maladie-là à un autre individu par contact direct ou par contact indirect. Le contact direct va se faire par contact rapproché, lors soit de salutations, quand il n'y a pas de salutations, les bisous, c'est de cela que je parle. Des rapprochements physiques. Voilà, des rapprochements physiques, des rapports sexuels, également par la sueur, le sang que les individus peuvent laisser. Donc, au contact des éraflures ou des muqueuses des sujets sains, ces sujets sains-là, secondairement, se contaminent. Mais également, il y a une contamination indirecte lorsque les sécrétions des sujets infectés sont laissées sur des plans durs et que secondairement, nous touchons ces plans-là par mégarde. En ce moment-là également, nous pouvons nous contaminer. Alors, vous avez parlé de rapprochement. Est-ce à dire que ça ressemble un peu au mode de contamination de la Covid-19, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des postillons, le fait que le virus circule également dans là où il faut forcément le contact physique? Non, il y a le contact physique, mais également à travers les postillons que nous émettons, soit au niveau de la bouche ou au niveau des narines. D'accord, donc au postillon, au contact physique, on ajoute les rapports intimes, voilà. Les rapprochements, tout ça. Voilà. En gros, c'est très contagieux. C'est contagieux. Et je préfère utiliser le terme c'est contagieux. D'accord, donc à titre de comparaison, est-ce que c'est moins contagieux ou aussi contagieux que Covid-19 ? Pour l'instant, nous faisons face à une nouvelle épidémie. Vous savez, j'aime souvent dire que chaque épidémie a son ADN, c'est-à-dire a son histoire. Oui. Donc, c'est en suivant cette nouvelle épidémie-là que nous pouvons la caractériser. Parce qu'il y a des caractéristiques qui sont connues. Si nous remontons dans l'histoire, nous allons dire que par rapport à ce que nous connaissons des deux maladies, cette maladie-là, elle est historiquement moins transmissible. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que la dynamique de ce virus est en train d'évoluer. Donc, il faut pouvoir le suivre. Et c'est en le suivant que nous pouvons dire après que s'il est plus contagieux ou moins contagieux que celui que nous venons de connaître. En tout cas, c'est angoissant. Je pense qu'il faut absolument
que tout le monde en ait conscience. Et quels sont les signes caractéristiques de cette maladie? D'abord, la maladie débute par la fièvre, donc une forte fièvre. Ensuite, des céphalées, c'est-à-dire vous avez mal à la tête. Et puis, vous avez des courbatures, douleurs musculaires, douleurs articulaires. Ça ressemble à Covid aussi, jusque-là. Voilà. Déjà. Voilà. Ensuite, au bout de 3 jours, il survient une diarrhée, un épisode de diarrhée profuse qui peut durer jusqu'à 7 jours. Donc, à cette diarrhée-là, il faut associer des crampes abdominales, des vomissements. Et si l'individu n'est pas rapidement pris en charge, cela peut évoluer. Mais les signes caractéristiques de cette maladie-là, c'est l'éruption cutanée. Nous avons une éruption cutanée et ici, cette éruption cutanée-là évolue en 3 phases. Nous avons ce qu'on appelle la phase pré-éruptive. Donc nous avons la survenue des taches sur le corps. Ensuite, nous avons des papules, c'est-à-dire une petite élévation de la peau. Et puis, il y a un liquide qui est souvent transparent au niveau de ce bouton-là. Oui. Et puis après, ce bouton-là peut évoluer, grossir et contenir du pus. Oui. Quelques temps après, ces pustules-là peuvent céder. Donc, ça va laisser une croûte sur la peau. Mais au-delà de ce stade-là, nous pouvons avoir des complications. Des complications à type de surinfection bactérienne, de bronchopneumonie, d'encéphalite, et puis, comme je l'ai indiqué tantôt, de déshydratation et de septicémie, c'est-à-dire le virus envahit le corps et voilà. Alors, le voilà dont vous parlez, est-ce que c'est la mort? Oui. Bien entendu, quand nous arrivons à l'étape de septicémie, pour sauver l'individu, il faut mettre en place une bactérie de mesure thérapeutique. Donc souvent... Une bactérie de mesure thérapeutique. Dites-nous simplement. En fait, c'est beaucoup de mesures. Ouais, il faut mettre en place beaucoup de mesures pour traiter cette septicémie-là. Donc souvent, ce n'est pas facile et après, l'individu peut mourir dans un tableau de choc. Alors, ce que je retiens, c'est que la variole du singe, à l'origine, ce n'était pas le singe, c'était des rongeurs. Ça a été par un animal qui a été exporté dans d'autres pays, en Europe, aux États-Unis. Après, on n'en a plus entendu parler. Et là, il fait son retour en Afrique centrale, en Afrique du Sud et là, maintenant, en Afrique de l'Ouest. On réalise également qu'il y a les signes qui ressemblent à s'y méprendre au début à la Covid. Ensuite, il y a l'éruption cutanée qui est très différente de Covid, qui montre vraiment que c'est cette maladie-là. On a compris que le mode de contagion, tout rapprochement peut contaminer. On a compris également que, on va parler tout à l'heure de mesures barrières et puis de mesures de prévention. Maintenant, vous nous expliquez également que c'est une maladie mortelle. Mais j'aurais dû vous poser la question juste avant de la maladie mortelle, c'est est-ce que les personnes qui s'en sortent gardent des séquelles? Oui, les personnes qui s'en sortent peuvent garder des séquelles, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de pustules. Oui. Donc, il s'agit souvent que ces pustules-là peuvent évoluer quand, puisqu'à un moment donné, ça peut démanger. Donc, lorsque les personnes grattent, cela peut évoluer pour donner des plaies. Et comme toute plaie, ça laisse des cicatrices sur la peau. Dans quelle proportion est-ce que c'est mortel? Si jamais la maladie est détectée tôt et prise en charge tôt? Bon, en fait, au niveau de la variole du singe, il faut dire qu'il existe 2 souches qui ont été décrites, qu'on appelle GLAD. En fait, il y a la souche d'Afrique occidentale et la souche d'Afrique centrale. Et dans la littérature, ce que nous observons, c'est que la souche d'Afrique centrale est 10 fois plus mortelle que celle d'Afrique occidentale. Donc, la létalité au niveau de la souche d'Afrique occidentale tourne autour de 1%. Donc, quand je dis 10 fois, donc celle d'Afrique centrale est autour de 10%. Mais avec les flux migratoires, on se dit que
ça veut dire qu'on parle en général de l'Afrique maintenant. Oui, mais quand on décrit, en fait, au départ, quand on décrit un virus, souvent on le rattache à une zone géographique. Ça, c'est le travail des collègues microbiologistes. Donc, c'est cette répartition-là qu'ils ont faite. Mais aujourd'hui, l'épidémie actuelle est due à la souche d'Afrique occidentale, celle qui est actuellement rencontrée qui sévit en Europe. D'accord. Alors, ce que je vais vous demander maintenant, c'est qui est la population cible? Qui peut attraper? Tout le monde est sujet? Les enfants sont épargnés? Qu'est-ce que vous avez observé? Tout le monde est sujet à développer la variole du singe. Tout le monde, quand je dis tout le monde, mais il peut avoir des têtes de pont. Le corps médical, parce que souvent nous sommes en première ligne dans la prise en charge. Il y a un vaccin qui existe contre la variole du singe? Oui, il y a un vaccin qui existe. Nous sommes en avant-garde, comme je l'ai dit, dans la gestion de ces épidémies-là. Donc, souvent, lorsque le personnel médical n'utilise pas les mesures de protection individuelles, c'est-à-dire gants, souvent sur-blouse, bavettes et autres, ils peuvent être exposés. C'est ce que nous appelons la transmission nosocomiale. Mais également, il y a une autre forme de transmission qui peut se faire de la mère à l'enfant, puisque je vous ai dit que c'est pas souvent contact rapproché, et il n'y a pas plus contact rapproché que ce cadre-là. Depuis la gestation. Voilà, donc une mère qui est porteuse de ce virus-là peut le transmettre à son enfant. Et puis, depuis le début de cette épidémie, nous nous rendons compte qu'il y a un groupe de personnes, notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui représentent une population non négligeable de ces personnes infectées-là. Mais n'avez-vous pas peur de stigmatiser les hommes avec des relations avec les hommes? Parce que là, on a l'impression que ce sont des personnes qu'il va falloir éviter, parce que quand on vous écoute parler... Non, loin de nous d'opérer des actes de stigmatisation. Mais nous sommes là pour informer. Oui. Donc, dans le cadre de l'information, il faudrait pouvoir déterminer quelles sont les cibles possibles, donc les sujets qui pourraient être, ce qu'on peut faire l'intérêt de cette maladie-là. Donc, plus les personnes sont sensibilisées, mieux elles se protègent, et puis mieux cela va pour tout le monde. Donc, ici, nous faisons ce que nous appelons de l'observation. Très bien. Donc, nos observations nous amènent à aujourd'hui supposer voilà, que ceux qui développent le plus de la variole du singe, pour cette épidémie-là, il s'agit des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes dans une proportion d'à peu près 90% des sujets qui sont infectés. 90%. Très bien. Alors, nous allons à présent parler donc de ce virus autre qui est tout aussi inquiétant, qui s'appelle donc le virus de Marburg. Alors, Marburg, d'après mes recherches, c'est une ville en Allemagne, d'où est venue donc l'identification de ce virus-là. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est ce virus-là? Et lui également, il est à nos portes, si on a bien compris. Oui, puisqu'il y a des cas à la frontière Est, donc si ce n'est pas à côté, ça ne peut pas aller plus loin que ça. Voilà. Mais je voudrais revenir sur, puisque je sais que j'ai des collègues qui m'écoutent, parce que j'avais parlé de 3 phases et j'ai semblé énumérer seulement une phase au niveau de la variole du singe. Donc il y a la phase pré. Il y a d'abord l'incubation, la phase pré-éruptive où il y a la fièvre et autres, ce que j'ai décrit, et puis après, il y a la phase éruptive. Maintenant, pour ce qui concerne la fièvre Marburg, oui, bien évidemment, cette fièvre-là a été décrite pour la première fois en Allemagne, dans la ville de Marburg, et il s'agit d'un virus de la famille des filoviridés, donc c'est un virus, je pourrais dire, cousin du virus Ebola. Voilà. Mais ils sont différents. Mais cependant, cliniquement,
les manifestations sont les mêmes parce que ce virus également entraîne une fièvre dite hémorragique. Donc, c'est fièvre hémorragique et puis quoi d'autre? Les signes, oui, il y a la fièvre, il y a les céphalées tels que je l'ai décrit ailleurs là, mais en plus de cela, ici, l'individu saigne. Il saigne par tous les orifices. Et il peut saigner par tous les orifices. D'accord. Et le mode de contamination, c'est à peu près le même mode pour la variole du singe? Oui, c'est d'abord par contact avec les sécrétions des personnes contaminées ou par la lingerie que l'individu contaminé a laissé. Donc, si vous allez vous toucher, vous manipuler. Et également, lorsque les sécrétions d'individus contaminés sont déposées sur des surfaces dures, également, nous pouvons nous contaminer parce que nous avons soit des éraflures ou bien par les muqueuses. Alors, est-ce que l'individu infecté, dès le début de son infection, bien de l'incubation, est-ce qu'il est contagieux? L'individu devient contagieux souvent à la phase d'expression des signes. D'accord. Avant ça, il n'est pas contagieux? Non. Parce que tout ce que vous décrivez, tant qu'il n'y a pas de pustule, la personne peut ne pas savoir. L'autre personne peut ne pas savoir. Non, ici, nous sommes en train de parler de... Non, moi je cherche à globaliser parce qu'on retient, on retient qu'il y a deux maladies qui sont à nos portes. Et la synthèse, ce que je pense avoir compris, c'est que ces deux maladies sont très dangereuses, elles sont très contagieuses. Le mode de contamination est à peu près le même. Et on faisait la différence sur les symptômes. Oui, mais le mode de contamination, pour Marabout, il n'y a pas de description de transmission par voie sexuelle. Là, voilà, il faut que cela soit retenu. Mais comme je l'ai dit, ce ne sont pas seulement les pustules qui peuvent être contaminées. Lorsque vous êtes porteur du virus, tous les fluides que vous transportez contiennent le virus et au travers de ces fluides-là, vous pouvez contaminer un autre individu. Alors, quelqu'un qui a malheureusement ces signes-là, d'abord, vous incitez forcément les gens à aller tout de suite dans un centre hospitalier dès qu'ils ont des signes de fièvre ou de diarrhée, parce que ça peut être beaucoup de choses aujourd'hui. L'éventail est un peu trop large maintenant. Mais la personne qui est prise en charge rapidement a beaucoup de chances de s'en sortir. Ce n'est pas une maladie forcément qui condamne la personne? Non. Les deux, là on parle des deux maintenant. Oui. Ce ne sont pas des maladies qui condamnent les personnes. Vous voyez, pour le virus Marabout, par exemple, le nombre de décès, il est très, il est élevé, mais la transmission, c'est-à-dire, est souvent très faible. Mais pour le virus de la variole du singe, la plupart des sujets qui sont contaminés, comme je vous l'ai dit, 1%, 10%, quand même dans notre jargon, 10% c'est déjà grave, mais 1%, vous voyez que c'est... même si une mort, c'est une mort, mais 1% quand même, c'est pas... Voilà. D'accord. Alors, les pays où ça a été identifié, on parle du Bénin, du Cameroun, de la RDC, du Ghana, du Nigeria, de l'Afrique du Sud. J'en ai oublié certains en Afrique ici. En Afrique, je pense que j'ai mon aide-mémoire ici. Et pour ne pas me tromper, il y a le Bénin, le Cameroun, Centrafrique, Congo, la RDC, le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud, pour l'instant. D'accord. Et donc, au Ghana, à nos frontières... Oui, au Ghana, il a été notifié 19 cas. 19 cas. Au 4 juillet 2022. Très bien. Alors, dites-nous maintenant, quelles sont les dispositions à prendre? Quelles sont les consignes que vous donnez? Et est-ce que, comme je l'ai annoncé à l'intro, est-ce que vous tirez la sonnette d'alarme? Est-ce qu'on est en zone critique où tout le monde doit se mobiliser pour faire face? Oui. J'aime... Et on va devoir conclure avec. Que c'est au cours des phases d'alerte qu'il faut vraiment se préparer. Se préparer à plusieurs niveaux. Nous, en tant que spécialistes de la question, pouvoir rédiger des directives et les partager à nos collègues afin qu'ils puissent renforcer ce qu'on appelle la surveillance au niveau de leur zone. Également, au niveau de la population, c'est de les sensibiliser, sans toutefois être très alarmiste, parce que souvent, il y a des méthodes de communication qui font qu'à un moment donné, les gens ont peur, et puis l'effet que nous attendons n'est pas escompté. Alors que nous sommes ici pour amener la population à rapidement consulter.
non seulement à identifier rapidement les signes avant-coureurs, mais à consulter les centres de santé. Alors, Devant toute fièvre, déjà, il faut consulter. J'aime à dire, il faut éviter l'autodiagnostic. Voilà, il faut éviter l'autodiagnostic. Autant on évite l'automédication, il faut éviter l'autodiagnostic. Parce qu'il n'y a que le médecin qui est assermenté, c'est lui qui est là pour vous dire exactement de quoi vous souffrez. D'accord. On est déjà à la fin de cette émission, mais moi j'ai 2 questions fondamentales à vous poser. Est-ce que vous nous dites que par rapport au mode de contamination, il ne faut plus manger de la viande de brousse? Est-ce que ce sont des mesures que vous préconisez aujourd'hui? Je ne pourrais pas dire de plus manger la viande de brousse, mais il faut bien cuire la viande avant. D'accord. Est-ce qu'il y a un vaccin en ce qui concerne le virus de Marburg? Est-ce qu'il y a un vaccin? Non, pour le virus de Marburg, il n'y a pas de vaccin. Pour l'autre, il y avait un vaccin, mais pour celui-là, il n'y en a pas. Pour le virus de Marburg, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Mais il y a des perspectives de recherche vaccinale. Et le premier vaccin, il est disponible ici en Côte d'Ivoire? Non, pas pour l'instant, à ce que je sache. Donc les personnes qui sont infectées, elles font comment? Je pense que pour l'instant, nous sommes en train de mettre en place, quand je dis nous, en tant que ministère de la Santé, mais également l'État de Côte d'Ivoire, est en train de tout mettre en place, puisque nous sommes en train de mettre en place les mesures. Donc ces mesures-là, incluant la vaccination, dès que vraiment nous sentirons que la menace est telle qu'il faudrait pouvoir se procurer des vaccins pour protéger la vaccination. Les mesures barrières, quelles sont-elles? On va terminer là-dessus, les mesures barrières. Les mesures barrières, c'est d'abord se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon. C'est les mêmes consignes que pour Corona? Ou bien il y a une différence? Puisque ce sont des virus. D'accord. Donc c'est les mêmes consignes pour Corona. Voilà, ce sont les mêmes consignes. Et éviter ici d'aller trop au contact des animaux sauvages, surtout la fréquentation des grottes et des mines désaffectées pour le cas de Marburg, parce que c'est là-bas que avec les chauves-souris vivent. Également, éloigner les rongeurs de nos habitations. Donc, les mesures d'assainissement du milieu doivent également être préconisées. Et dans le cas des transmissions sexuelles, il faut aujourd'hui pouvoir se protéger lors des rapports sexuels. D'accord, ça c'est la partie sexe qu'on protège, voilà. Mais pour le bisou, on fait quoi? Et pour le bisou, je pense qu'il va falloir se faire vacciner. D'accord, très bien. Docteur Djibril Cherif, nous sommes à la fin donc, de notre émission Ça fait l'actualité. Je le rappelle, vous êtes médecin épidémiologiste, je vais y arriver. Vous êtes également gestionnaire du Centre des opérations d'urgence de santé publique de Côte d'Ivoire et vous occupez notamment des menaces sanitaires, des catastrophes et des épidémies. Merci d'avoir été là. Merci, madame. Madame, monsieur, nous sommes au terme. Vous voilà informés. La vigilance est de mise. Et malheureusement, toutes ces pandémies se soulèvent en même temps. Mais bon, en tout cas, que Dieu nous garde et puis soyons vigilants. Bonsoir. Bonsoir.